Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le grand débat. Le thème d'aujourd'hui, le Bénin passe à revenu, le Bénin, un pays à revenu intermédiaire, critères et impacts, c'est le thème de ce rendez-vous économique. Et pour appréhender les contours de cette thématique, nous avons invité pour vous deux spécialistes. Il s'agit de Madi Dizi, économiste. Il est précisément spécialisé sur des questions d'économie, de développement. Monsieur Madi Dizi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, face à lui, Gédéon Vegba, journaliste de son État, spécialiste des questions d'économie. Gédéon Vegba, bonsoir, cher confrère. Bonjour, Claude. Voilà. Alors, première question pour vous, Madi Dizi. Oui. Qu'est-ce que le Béninois lambda peut tirer de cette distinction-là, de ce classement-là? Ok, merci, monsieur le journaliste. Bon, je pense que c'est une distinction. Distinction suppose peut-être qu'il y a une compétition et vous avez été, je sais pas, j'aurais préféré, vous savez, c'est des agrégats, c'est des classements. Donc, au regard des résultats que les différents pays obtiennent en termes de produit intérieur brut chaque année, sa croissance et rapporté à la taille démographique du pays, vous obtenez un ratio qui permet de passer d'une catégorie à une autre. Donc, ce n'est pas une distinction, c'est l'effort, c'est le résultat des efforts de nos performances économiques qui nous ont fait passer d'une catégorie à une autre. Oui, mais monsieur Madi Dizi, est-ce que le Bénin n'a pas quitté un stade pour un autre? Oui, est-ce voilà. que ce n'est pas un bon qualitatif? Très bien, c'est un bon quantitatif d'abord. Voilà. Maintenant, le qualitatif, est-ce que ce bon quantitatif se traduit en amélioration qualitative des conditions de vie? Ça, c'est un autre débat qu'on pourra faire. On va revenir sur cet aspect tout au long de ce débat qui vient de commencer. Gédéon Vegba, vous avez une autre lecture de cette situation-là, de cette élévation, de ce bon quantitatif et qualitatif? Non, je crois que le sachant à parler, nous sommes des analystes économiques, en tout cas de second rang, on va dire. Nous ne sommes pas des vrais sachants, mais je crois qu'on peut être fier de ce qui est arrivé pour le Bénin. Le Bénin quitte le pays à revenu faible pour un pays à revenu intermédiaire, inférieur, bien sûr. Je pense que c'est une bonne nouvelle. On ne peut que saluer ce classement qui nous ouvre des portes désormais, parce qu'il semble qu'avec ce classement, ou avec cette position désormais, nous pourrons plus attirer des investisseurs vers nous, et ce qui, à terme, permettra quand même de booster notre croissance économique, si je ne me trompe. Donc, nous entrons dans une catégorie, dans la cour des grands, on va dire. On a la Côte d'Ivoire qui est déjà dedans, le Maroc. Le Sénégal aussi. Le Sénégal, donc nous entrons dans la cour des grands. Et ce n'est pas, je dirais, une fin en soi. Parce que nous sommes déjà payés à revenu intermédiaire, se coucher sur ses lauriers et dire, bon, ok, nous sommes déjà dedans, il faut travailler davantage pour mériter aussi d'autres classements. Puis ça ne se limite pas aux pays à revenu intermédiaire, il y a d'autres stades qu'il faut franchir aussi. Chers confrères, Gédéon Vegba, je peux te tutoyer parce qu'on est journalistes, nous deux. Une question pour vous, monsieur Madi Dizi. Quels sont les facteurs qui ont prévalu pour que le Bénin accède à ce rang-là? Oui, c'est d'abord, vous savez, l'une des opérations importantes qui a été faite, c'est sur recommandation du système des Nations Unies, du système statistique des Nations Unies. Il fallait revoir les méthodes d'évaluation de nos agrégats. Et donc, vous savez que nos pays souffrent un peu du poids du secteur informel dans nos économies, ce qui fait que le produit intérieur brut, qui évalue un peu la richesse créée, est un peu sous-évalué. Donc, il y a eu une amélioration dans les méthodes pour évaluer la contribution des différents secteurs et sous-secteurs de l'économie nationale.
techniquement, ils ont appelé ça rebasage. Donc, ce qui a fait que nous avons amélioré un peu nos manières d'évaluer la richesse nationale. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, il ne faut pas oublier que dans un certain nombre de secteurs, il y a eu un bond important, je veux dire, des performances positives. Si nous prenons le secteur agricole, vous avez vu que le Bénin, en termes de production cotonnière seule, vous avez vu, nous avons frôlé les 700 000 tonnes. C'est une première quand même dans la sous-région. C'est une première, voilà. Donc, ça, c'est une bonne performance. Si vous prenez le secteur des BTP, vous voyez les investissements massifs réalisés à travers les projets comme asphaltage et tout ça, publics. Vous voyez, c'est des milliards. Et donc, quand on va voir la contribution de ce sous-secteur dans le produit intérieur brut, vous voyez que c'est une amélioration c'est-à-dire consistante. Dans le secteur de l'énergie, par exemple, vous voyez, il y a eu des investissements massifs ces dernières années. Donc, tout cela mis ensemble, agrégé, fait que notre production, la richesse nationale créée, s'est accrue. Et donc, logiquement, combiné à la revue de des méthodes d'estimation des agrégats, nous avons connu cette amélioration. Bon, quand on préparait cette émission, on s'est aussi rendu compte que parmi ces facteurs-là, ils ont évalué le revenu de chaque Béninois et ils ont parlé de $870 au départ, ce qui est aujourd'hui à $1 250. Alors, moi, je me suis amusé un peu à faire les simulations de calcul. Je me suis rendu compte que les $870, c'est à peu près l'équivalent de 464 580 francs CFA quand on prend le dollar à valeur de 534 francs CFA. Et donc, les $1 250 atteignent, toute proportion gardée, 667 500 francs CFA. Alors, ces chiffres-là que j'ai pu prélever, est-ce que ça reflète vraiment le revenu constant des Béninois, Gédéon Wegba? Non. Comme il a dit, ce sont des chiffres avancés par la Banque mondiale, mais qui tiennent compte de certaines réalités macroéconomiques, comme il a dit. Ce n'est pas fait dans la fiction. Mais il est d'une évidence que sur le terrain, ça ne peut pas être forcément la même chose. Parce que nous sommes une population et les populations sont diversifiées, ont plusieurs réalités. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui est à Cotonou et le comparer à quelqu'un qui est à Natitengu, je ne sais pas, à Djougou. Donc, c'est toujours variable. Je pense que c'est une moyenne qu'ils ont eu à faire. Ça doit être une moyenne et c'est tenant compte de cette moyenne qu'on a avancé ces chiffres. Mais sinon que dans le concret, dans la réalité, ce n'est pas forcément la même chose. Vous épousez aussi ces chiffres-là? Oui, c'est une moyenne qui est calculée. C'est la production, c'est-à-dire le PIB, le produit intérieur brut du pays, divisé simplement par la taille de la population du pays. Donc, on calcule une moyenne qui n'est qu'un indicateur pour voir un peu. En réalité, lorsque je prends un exemple, si nous prenons le coton, nous avons dit on a remarqué que la production, vous vous rappelez, autour de 2016, nous étions à 400 000 tonnes. On est passé à 700 000 tonnes, par exemple. Le producteur qui a vu c'est-à-dire son rendement s'améliorer, qui a vu la superficie emblavée s'améliorer et sa production totale améliorer, voit son chiffre d'affaires s'améliorer. Multiplié par 2, 3. Cela ne veut pas dire qu'il augmente, il multiplie par 3 le coût de la main-d'œuvre, de l'ouvrier à l'écart. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que les chiffres d'affaires d'une entreprise est multiplié par 2, par 3, par 4 que systématiquement on multiplie les salaires. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc la richesse nationale s'accroît, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, entre cet accroissement de la richesse nationale et sa répartition, pour qu'on le sente sur les revenus par habitant, ça c'est d'autres mécanismes qui permettent de s'assurer de la bonne redistribution de cette richesse à travers les mécanismes de protection sociale, les assurances différents. Un projet comme le projet Arche, par exemple, c'est un mécanisme de redistribution. Et donc, aux plus pauvres, vous voyez. Donc,
ce n'est qu'un indicateur statistique pour rapporter la position nationale sur la population, pour voir en moyenne quelle est la richesse d'un habitant. Donc c'est aussi simple que cela. Que ça marche. Voilà. Mais nous allons continuer ce débat et dans cette logique, nous allons solliciter les services de la régie et nous demandons à la régie de nous passer maintenant une déclaration du chef de l'État devant les députés. C'était le mardi 29 décembre 2020. Si vous permettez, nous le suivons et puis on revient sur le plateau. En ce qui concerne notre secteur économique, c'est-à-dire l'agriculture, l'industrie, le commerce, le tourisme, l'artisanat, la production artistique, culturelle, ludique et sportive, etc., ainsi que les services, la tendance est remarquablement haussière et résiliente. Notre environnement économique dispose désormais des atouts permettant l'investissement national et international créateur de richesses et d'emplois. Notre port, notre aéroport, nos routes, l'énergie électrique, l'eau, l'Internet, nos infrastructures marchandes, tout cela en cours de développement et de modernisation, ajoutés à nos lois et règlements d'une attractivité sans pareille, sont pour nous autant de facteurs de développement économique désormais certains. En outre, le sous-secteur des petites et moyennes entreprises, comprenant les artisans et les exploitants agricoles, bénéficie depuis peu d'importantes lignes de financement et de garantie mises en place par l'État. En effet, en moins de 5 ans, nous avons compris que la construction d'une nation moderne, forte, résiliente, respectée dans le monde, passe par le travail acharné dans la rigueur, le sérieux et l'ordre. De fait, nous avons repris confiance en nous-mêmes et nous nous sommes remis au travail avec abnégation et sérieux. Ainsi, notre pays n'est plus un pays très pauvre, à faible revenu, depuis lors. Il est passé en 2020 dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Les effets d'un tel engagement collectif étant de plus en plus visibles, le Bénin est cité et respecté à l'international et nous avons retrouvé notre dignité. Nous sommes un peuple de plus en plus fier et optimiste quant à notre avenir. Un peuple convaincu enfin que la damnation n'est pas son sort et que les progrès qui ont été possibles ailleurs le sont également sur cette terre. Voilà, M. Madi Dizi, vous avez suivi le chef de l'État, votre réaction? Oui, vous savez, quand vous regardez l'histoire de grandes nations, les dirigeants ont un rôle symbolique à jouer pour galvaniser le peuple pour les accompagner dans l'atteinte de leur vision. Donc moi, je vois ce discours dans ce registre-là, pour donner confiance au peuple, à la population. C'est très important. Il dit que les effets du progrès sont palpables. Oui, à travers les indicateurs, les agrégats. Et nous avons convenu tout à l'heure que entre les agrégats et peut-être la réalité de chaque citoyen, il y a, ce n'est pas mécanique. Cela ne veut pas dire que dans beaucoup de domaines, il n'y a pas de progrès. Vous voyez, il faut prendre les différentes composantes de la société. Les entreprises, quelle est leur santé? Et quand vous allez prendre les entreprises dans le secteur de BTP, elles ne tiendront pas le même langage que les entreprises qui sont dans le tourisme. Chacun avec sa fortune. Et donc, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Mais globalement, les indicateurs macroéconomiques sont en train de s'améliorer. Et ça, c'est très important. Et comme je le disais, vous savez, la dimension psychologique est très importante dans les politiques économiques. Si je suis consommateur, je suis un citoyen, je gagne, on me dit que la situation de l'année prochaine sera catastrophique. J'aurai tendance à dépenser moins. À thésauriser voilà. de l'argent. Vous comprenez? Donc, pour encourager la consommation, il faut envoyer des signaux positifs.
Ça signifie quoi, Madji Dizi, ces Oui, signaux-là? les signaux, vous voyez, comme vous voyez les marchés financiers par exemple. Tout à fait. Voilà, j'ai lu un discours, j'ai lu des documents qui montrent que les perspectives de croissance économique dans mon pays sont bonnes. Alors, si je suis chômeur, j'aurai espoir de retrouver un emploi. Si je suis chef d'entreprise, j'aurai espoir que mon chiffre d'affaires va s'améliorer. C'est très important de la part d'un dirigeant de faire en sorte de donner espoir au peuple, à toutes les forces vives, sur la base des éléments qu'il a. C'est un discours politique, mais comme je l'ai dit, il est dans son rôle de faire un portrait de l'état de la nation et de projeter le pays dans le futur. Donc, au regard des éléments qu'il a, il essaie de redonner confiance au peuple. C'est comme ça que moi je lis la chose. Alors, cher confrère Gédéon Vegba, M. Madji Dizi disait qu'au-delà de tout, c'est un discours politique. Mais est-ce que, au-delà de la politique, est-ce que ça n'a pas un relent économique? Absolument. Il y a une corrélation. Et c'est vrai que le développement économique doit être impulsé par une dynamique. Et le chef de l'État parle là en tant que leader. Voilà. Il se met dans la peau des leaders. Voilà. Tout à fait. Et je pense que pour les grandes nations, on a besoin de leaders pour conduire une nation. Et ce qu'il dit, je pense que c'est dans cette dynamique, parce que le développement économique, c'est aussi l'ambition des gouvernants. S'ils n'ont pas d'ambition, il ne peut pas avoir de résultats concrets. Donc, je crois que c'est dans cette dynamique que le chef d'État s'inscrit. Il est revenu sur les leviers de la croissance. Il a cité tout ce qui a été mis en œuvre pour permettre ce résultat que nous saluons aujourd'hui. Et je pense que c'est la preuve que quelque chose se passe. Quelque chose bouge dans le pays. On prend des exemples des grandes nations. La Chine, si on parle de la Chine aujourd'hui, c'est Mao Tse-tung. C'est lui qui a impulsé cette dynamique et les autres ont suivi. Et tout le monde, Jiang Zemin, Hu Jintao, etc. C'est eux qui ont porté ça et qui ont fait que la Chine aujourd'hui est devenue incontournable. Et puis avant, il y a aussi Chiang Kai-shek. Absolument. Oui, bon, ça, et en France, vous prenez la France, on parle de De Gaulle. Voilà. On dit De Gaulle, c'est lui. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est lui qui a remis la France sur orbite, qui a permis à la France d'être puissance économique. Avec le discours et l'Angleterre, vous allez parler de Churchill en Angleterre, et puis aux États-Unis, Roosevelt et autres. Donc, c'est des leaders qui ont travaillé à faire de leur pays, quand même, des pays phares, des pays de référence. Et aujourd'hui, on les acclame. On les envie, même, à la limite. Obama est arrivé au pouvoir pendant la crise économique de 2008. Absolument. La crise de subprime. Qu'il a réussi à juguler. Il a réussi, voilà. Il a juguler cette crise et à ramener son pays dans la croissance. C'est ça. C'est le leadership qui amène ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est galvaniser le peuple. C'est pas mauvais. Nous sommes dans un contexte. En résumé, Gédéon Vegba, c'est que les propos du chef de l'État peuvent être mis dans des conditions dans une condition qui veut que ce soit une volonté politique affichée pour pouvoir indiquer la direction, c'est ça. C'est cela même. Il n'y a pas autre chose. Mais au-delà, soyons honnêtes pour reconnaître les progrès qui sont enregistrés. Vous avez, quand vous prenez certains projets phares sur lesquels les réalisations sont visibles, ça, ce n'est pas un statisticien qui vous dira que ce n'est pas seulement avec les chiffres que vous appréciez cela. Donc, c'est très important. C'est-à-dire, quand vous allez dans certaines contrées du pays pour voir un certain nombre de réalisations qui sont faites. Vous avez dans ces localités, c'est des petits emplois qui sont créés, même si c'est des ouvriers qui font des fossoyeurs, vous comprenez, c'est des petits emplois. Et donc, tout cela contribue quelque part au progrès. L'éclairage public, il y a beaucoup de choses, l'assainissement. Et donc, ce n'est pas dans tous les secteurs que tout est rose. Il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels il y a eu des progrès. Donc lui, dans sa peau de dirigeant, a le devoir de rassurer, de projeter, de donner espoir au peuple. Donc je pense que c'est dans ce registre. Dans le même temps, il y a des progrès à certains endroits, mais aussi dans d'autres endroits, beaucoup d'efforts restent encore à faire. Je reviens un peu sur vos déclarations ici. Vous avez dit tout à l'heure que dans des domaines donnés, tout n'est pas rose. Et un peu avant, vous avez dit que les acteurs du secteur du tourisme, par exemple,
peuvent ne pas apprécier la chose au même degré que les acteurs des BTP. Est-ce que vous pouvez un peu décliner, expliquer, est-ce que vous pouvez être beaucoup plus explicite sur ces choses-là? Vous savez, quand je parlais des BTP, vous voyez les marchés qui sont en cours de construction, c'est des milliards, vous le voyez, c'est des chefs d'entreprise qui travaillent. Ils ont environ plus d'une vingtaine de stades omnisports dans le pays. Allez sur les chantiers, vous allez voir, c'est des entreprises qui y travaillent, c'est de la main-d'œuvre qui y travaille dans l'électricité, la plomberie, le carrelage, tout le monde, l'électricien, vous comprenez? Donc, tout cela, même le staffeur. Par contre, les agents de voyage, leurs activités se sont arrêtées avec le Covid et tout, donc il n'y a plus les arrivées touristiques dans le pays. Le taux d'occupation de certains hôtels est bas. Vous voyez, donc, dans les restaurants, ce n'est que maintenant qu'on a allégé des mesures liées à la pandémie Covid. Donc, vous n'aurez pas le même son de cloche quand vous passez d'un secteur à un autre. Vous prenez le boulevard de la Marina, vous voyez que des gens y travaillent tous les jours depuis des mois. Donc, ceux-là vont applaudir, et vous comprenez. Donc, c'est souhaitable que les investissements qui se font par effet de transmission, cela se répercute sur l'ensemble des secteurs d'activité. Et c'est sûr qu'il y en a. Quand on prend un secteur, il dépend de la fourniture de biens et services des secteurs connaissent. Et donc, quelque part, il y a un effet multiplicateur de ces investissements sur différents canaux, à travers différents canaux de transmission dans l'économie nationale. Je voudrais qu'on revienne un peu sur un aspect du sujet, à savoir la croissance économique. Je crois en 2019, on a estimé la croissance économique du Bénin qui s'était stabilisée autour de 6,7%. Et donc, en 2020, la pandémie du coronavirus est intervenue. Mais la question que je voudrais poser, les indicateurs qui ont permis aux institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale, les facteurs, les agrégats macroéconomiques qui ont permis au Bénin d'accéder à ce rang-là. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, est-ce que après l'intervention, sinon après la survenue de la COVID-19, est-ce que nous sommes encore dans les normes? On va voir. Non, c'est d'une évidence que notre croissance va baisser. Il n'y a pas de miracle en la matière parce qu'on n'a pas travaillé comme il le faut en 2020. L'année a été bouleversée par la COVID-19, ou le COVID-19, c'est pas qu'est-ce qu'il faut retenir. Mais ce qui est sûr, le tissu économique a été vraiment ébranlé, toutes les activités ont été au ralenti pratiquement. Donc, selon la projection, la prévision de croissance pour 2020, on doit tourner autour de 2,5-3% maximum, je pense. Donc, on a une baisse de croissance. On n'a pas connu une croissance soutenue comme les années précédentes. Donc, c'est la conséquence de la COVID-19 ou du COVID-19. Et il y a aussi le phénomène du Nigeria. Oui, entre autres, on peut citer. Et puis c'est un choc exogène aussi qui est arrivé, que le Bénin a pu quand même juguler grâce à la frontière poreuse que nous avons avec le Nigeria. Parce que quand on dit le Nigeria a fermé ses frontières, c'est les frontières formelles qui sont fermées. Mais il y a une frontière poreuse qui existe. Informelle alors? Informelle absolument, et sur tout le long de la côte. Donc les gens ont profité de ça pour continuer par faire leur activité. Ceci dit, ça a ralenti aussi nos échanges avec le Nigeria. On a connu une baisse des échanges avec le Nigeria, mais on n'a pas vraiment subi, et comme on craignait, je vais dire, le choc véritable de cette fermeture de la frontière. Parce que les attitudes ont continué, kaya, mais on a quand même pu sauver quelques faces dans cette affaire. Monsieur Madjidizi, est-ce que le Bénin a encore la cote et la solidité qui lui a permis d'avoir ce classement-là aujourd'hui? On est en 2021, là, monsieur Madjidizi. Vous savez, il faut être optimiste. Le Bénin, d'abord, vous savez, l'un des principaux facteurs de développement, c'est la stabilité. Nous avons la stabilité politique. C'est très important. C'est ça. Les Béninois n'ont pas de soucis. Ils ne fuient pas. Donc, il y a la stabilité. C'est très important. Les institutions fonctionnent. Vous voyez? Et donc, le climat des affaires, lorsqu'il n'y a pas de soubresaut, les intentions d'investissement des chefs d'entreprise seront positives.
C'est ça. Donc, vous voyez également la cote de confiance que des investisseurs ont pour notre État, Tout à fait. à travers des ressources levées par différents mécanismes emprunts obligataires. Obligataires, Tout ça, c'est des signaux de la confiance que notre économie, vous comprenez. Oui. Donc, ça, c'est très important. Donc, maintenant, à chacun de jouer sa partition. Le producteur dans son champ, est-ce qu'il a envie de faire mieux que 2020? Ça ne dépend pas du chef de l'État. Vous comprenez? C'est des paramètres. C'est des paramètres. Donc, dans chaque secteur d'activité, dans l'agriculture, la croissance dépendra de l'augmentation des emblavures, de l'amélioration des rendements. Est-ce que l'artisan a envie de faire mieux que ce qu'il faisait l'année passée? Il a besoin des signaux que les pouvoirs publics donnent. Si à travers la loi de finances, le gouvernement promet de donner plus de part à la production nationale dans les commandes publiques, donc les chefs d'entreprise béninois seront motivés à produire davantage. Vous voyez ce qu'on dit. Donc, c'est pour dire quoi? Au-delà du discours, on a des fondamentaux de notre économie qui sont stables. C'est très important. Il appartient maintenant au secteur privé, à toutes les forces vives de la nation, de traduire ces signaux positifs en actes. Parce que la croissance, ce n'est pas décrété. Si dans votre domaine, le rythme d'activité s'améliore, il y aura croissance. Dans tous les secteurs. Dans la pêche, si d'une année à une autre, votre production baisse, c'est que la croissance dans votre secteur va baisser, va en pâtir. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, les pouvoirs publics, leur rôle, c'est incitation à travers différents canaux, donner de bons signaux, et puis les forces productives se mettent au travail et chacun à son niveau produit des résultats meilleurs que les années précédentes. Donc, c'est comme ça qu'il faut démystifier les concepts pour qu'on ne pense pas que c'est la Banque mondiale qui décrète la croissance. Non, c'est le fruit de notre travail dans les différents secteurs de l'économie nationale. Donc, c'est très important. Oui, vous venez de relayer un peu quelques préoccupations des populations béninoises, c'est-à-dire que c'est une décision de la Banque mondiale et qu'ils ne se retrouvent pas dedans. Je me tourne vers vous, Gédéon Vergba. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le chef desk économie de la Radio Nationale. Tout récemment, nous avons suivi sur les ondes de la Radio Nationale un dossier Jeudi Économie sur le mécanisme de circulation de l'argent dans le pays. Alors, ma préoccupation, c'est de savoir, est-ce que au bout de ce travail-là, est-ce que vous avez l'impression vraiment que l'argent suit le circuit normal à l'intérieur du pays? Non, c'est une question délicate parce que pourquoi c'est délicat? On parle de la rareté de l'argent. Je pense que c'est un cliché que les gens développent. Ce n'est pas forcément ce que nous constatons. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Quand on parle de circulation de l'argent, la masse monétaire qui doit être dans un pays ou dans une ville, je ne sais pas, dans un pays à un moment donné, c'est déterminé en fonction du besoin, si je me trompe, sous le contrôle de l'économiste, du besoin de cette économie. On n'injecte pas l'argent parce qu'on veut injecter. Si l'économie n'a pas besoin d'une quantité d'argent et qu'on en met un peu plus, c'est l'inflation d'office. Parce que plus d'argent, on a assez de moyens pour acheter, mais on n'a pas en retour ce qu'il faut acheter. Donc l'inflation est là. Donc c'est en fonction de la vitalité économique, du besoin de l'économie qu'on injecte l'argent. Donc quand les gens disent qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, ce n'est pas forcément parce que le cash n'existe pas. Le cash existe. Mais est-ce que le cash permet à tout le monde de satisfaire ses besoins? C'est là l'autre dimension de la chose. Question. Ouais. Oui, mais toujours, je reste avec vous, chez Gédéon Vergba. J'avais dit à l'entame de cette émission que je ne veux pas vous voir. Allez-y seulement, voilà. Nous sommes entre nous. Dans cet élément, vous avez aussi dit que quand l'argent arrive dans les mains de quelqu'un qui a déjà réglé des problèmes élémentaires, son instinct, c'est d'aller
thésauriser l'argent. Absolument. C'est ça? Absolument. Oui, puisque si vous avez vous avez de liquidité sur vous, vous n'allez pas garder ça par devant vous. Vous allez à la banque pour dire, bon, gardez-moi ça. Et généralement, cette catégorie de personnes, c'est des gens d'une certaine classe. Ce n'est pas forcément les populations à la base. Ceux qui vivent au quotidien ont besoin du cash. Mais ceux qui ont un revenu assez suffisant, qui arrivent à satisfaire les besoins primaires, ils estiment que le reste, on peut déposer ça à la banque. Et c'est ce qui se fait. Donc, c'est en fonction de votre catégorisation que vous raisonnez. Justement, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas l'argent, parce que les populations à la base ne trouvent plus du tout l'argent. La plupart, je veux dire. Oui. Pendant que d'autres en trouvent en excès et préfèrent aller déposer ça à la banque. Monsieur Magui Dizi, est-ce que ce n'est pas ceux qui travaillent vraiment qui sont en train de gagner leur vie à l'heure actuelle? Oui, je pense qu'il faut faire la part des choses. Circulation de l'argent et tout. Et si on va rester terre à terre, nous avons entendu des explications venant de la bouche des autorités du pays sur cette revendication populaire, Je comprends. si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez, techniquement, je vous explique. Je prends un exemple. Nous avons entendu dire que celui qui travaille ne reçoit-il pas son salaire? Si la réponse est oui, vous dépensez ce que vous avez gagné. Par contre, si je prends un phénomène de la cybercriminalité, parce que ce que vous gagnez doit être la contrepartie d'un travail, d'un effort physique ou d'une production. Si vous êtes une entreprise, ce que vous encaissez, c'est la contrepartie de ce que vous vendez. Absolument. Voilà. Si ça dépasse ça, soit vous avez pris du crédit, ou bien vous avez fait du blanchiment. Vous comprenez? Donc, sinon, comme il le disait, la masse monétaire, c'est l'équivalent de la production nationale. C'est pourquoi, vous voyez, l'activité du crédit est encadrée pour éviter l'inflation. Parce que si, un instant T, vous avez reçu un crédit de 10 millions, vous n'avez pas encore fait une production qui est la contrepartie de l'argent que vous avez reçu. Tout à fait. Donc, c'est pourquoi on doit encadrer le crédit dans l'économie en général, pour éviter qu'il y ait inflation. Donc, mais au-delà, si vous êtes un simple consommateur, un simple individu, et vous trouvez par exemple, vous gagnez de la loterie, vous voyez, c'est du hasard. Donc, vos habitudes de consommation vont changer. Ça, c'est Alors, sûr. nous avons entendu que l'argent qui circulait avant serait issu des détournements, ou, vous comprenez, pas des voies catholiques, entre griffes. Alors, si je prends le phénomène du rançonnement, qui n'existe plus, vous et moi, vous savez que sur nos routes avant, vous avez des checkpoints. Tout à fait. Ces agents qui étaient postés, qui prennent ça et là, vous voyez que ce qu'ils prennent n'est pas la contrepartie de leur travail qu'ils font. Et donc, c'est de l'argent cadeau qu'ils gagnent. Et donc, leur comportement de consommation ne serait pas le même que s'ils étaient restés sur leurs revenus que leur travail leur procure. C'est un peu ça. Vous voyez les petits vols avant. Vous voyez des motos, de ça. Maintenant, avec les plaques d'immatriculation et tout, les contrôles et tout, donc, s'il n'y a plus de vol, c'est ce qui passe son temps à voler. L'argent qu'ils gagnent en revendant ce qu'ils volent n'est pas la contrepartie d'un travail, d'un effort physique. Et donc, cet argent qui est gagné dans des conditions pas très normales ne sera pas dépensé de la même manière. Et donc, il semble que les différentes réformes ont permis de normaliser un peu, vous comprenez, les comportements de différents agents dans l'économie. Et donc, ça a un impact sur un peu ce volume de liquidité, peut-être qu'une partie de la population avait et qui n'avait pas forcément une contrepartie en termes d'activité professionnelle. Vous voyez. Or, c'est cela la norme. Vous voyez, c'est cela la norme. Et donc, nous pensons que dans une économie normale, c'est ce qu'il faut. Sinon, nous nous préparons au pire. Ne nous attendons pas à un jour être comme la Colombie, je ne veux pas donner, vous savez, le narcotrafic, après, vous voyez. Et voilà. Donc, dans un pays normal, on ne doit pas avoir un certain nombre de situations. Il faut encadrer cela. Vous êtes bien content, fier de votre travail. Vous comprenez? Donc, si dans un quartier, vous voyez un jeune qui ne fait rien et du jour au lendemain commence à conduire de grosses caisses et tout ça, il aura des comportements anormaux dans la société.
Vous comprenez? Donc, puisque nous gagnons notre vie à la sueur de notre front. Et c'est très important. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi le hasard est encadré. Les jeux de hasard sont encadrés dans un pays. Et d'ailleurs, ce qu'on gagne par les jeux de hasard, c'est la collecte, vous comprenez, de ceux qui jouent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a quitté quelque part. Vous comprenez? Ça a une contrepartie. Oui. Par contre, le vol, les détournements n'ont pas une contrepartie en termes de travail ou de production. Donc, ça déséquilibre l'économie. Vous avez des États en faillite à cause du trafic, vous comprenez, où des comportements déviants dans la société sont développés, la sécurité est menacée, la paix est menacée. Donc, c'est une bonne chose que nous apprenons à avoir des comportements normaux et à gagner, que ce que nous gagnons soit au moins l'équivalent de nos efforts en fonction de notre position sociale. Le reste, le hasard, la chance, doit être une petite proportion. Sinon, c'est naturel. Et que par un effet de jeu de spéculation, vous gagnez quelque chose. Mais il ne faut pas que ça dépasse un certain nombre de proportions. D'ailleurs, même, vous voyez, sur les marchés financiers où on fait de spéculation, les rendements sont encadrés. Il y a des rendements anormaux. Et c'est pourquoi on a des autorités de régulation des marchés financiers pour surveiller aussi ce qu'on gagne à travers la spéculation. Donc, c'est pour dire que c'est à saluer. Évidemment, ça fait mal, puisque cet argent qui circulerait plus vite qu'avant, que maintenant, permettait quand même à nos villages de fonctionner mieux. Donc, nous allons prier que... Et pour rejoindre votre thème, on va dire que tout ça a participé à ce classement dont on parle. Parce tout à fait. C'est l'assainissement de l'économie, c'est la régulation de l'économie, c'est ça. La revue de certaines choses qui a permis que nous soyons classés pays à revenu intermédiaire. Et permettez-moi d'ajouter, par exemple, vous savez, les gens, la contrebande de l'essence frelatée. Vous savez qu'aujourd'hui, l'État les a tolérés, mais ils payent désormais des impôts. Les taxes. Et ça, c'est une innovation. Tout à fait. Sinon, toute la manne, c'est celle qui prenait. Et ils dégradent les ouvrages, les infrastructures publiques. Quand il s'apprend feu, on appelle le sapeur-pompier. Pour venir utiliser les moyens de l'État, l'argent du contribuable, pour venir éteindre le feu qui est produit par quelqu'un qui est dans l'illégalité. Donc, vous voyez, ça, c'est très important. Je vous ai toujours dit que si on peut démystifier certains concepts, on va être accessible à la grande masse pour que les gens comprennent que les questions économiques, ce n'est pas pour... Il y a une partie des sachants, mais c'est aussi le devoir des sachants de ramener ça terre à terre pour que les gens comprennent et participer au débat public sur ces questions qui sont importantes. Aujourd'hui, ils payent des taxes et ça contribue à améliorer les recettes de l'État. Et aussi, eux-mêmes, ils gagnent leur vie. Mais quand on vous suit avec attention, on se rend compte que tous les facteurs que vous venez d'énumérer contribuent, ont contribué à ce choix que le Bénin bénéficie de la communauté internationale, notamment c'est la Banque mondiale. Alors, Gédéon Vegba, est-ce que aujourd'hui les Béninois peuvent se dire, bon, dans les tout prochains mois, dans les toutes prochaines années, nous aurons un impact direct sur le panier de la ménagère. Je rappelle que cette émission a eu lieu. Cette émission se déroule parce que nous voulons aussi voir de fond en comble les critères et les impacts de cette décision-là. Est-ce que dans les tout prochains jours, est-ce que dans les tout prochains mois, le Béninois landois va ressentir cette décision-là, cette distinction-là? Absolument, mais ce ne sera pas par décret. Ce ne sera pas par décret. Il faut travailler. Il va falloir travailler de façon ardue pour qu'on puisse en arriver là. Et je pense que, comme l'a dit le chef de l'État dans son discours, les moyens sont en train d'être mis en œuvre pour permettre que tout le monde participe à la chose. Tout le monde donne, je dirais, de lui-même pour qu'on arrive à cet objectif. Donc, il n'y aura pas de miracle. Il y aura il faut travailler à produire davantage, parce que nous ne produisons pas assez.
Ça, il faut reconnaître. Nous avons une balance commerciale déficitaire depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas pu échanger la donne. Je pense qu'il est temps maintenant pour qu'on en arrive là. Et l'actualité nous permet d'avoir de l'espoir. La ZLECAf, qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier, c'est une ambition très noble. La zone de libre-échange économique continentale africaine, et cette zone qui a pour ambition d'impacter toute l'Afrique et quotidien des Africains. D'impacter plus d'1 milliard de consommateurs. Donc je pense que si nous inscrivons dans cette dynamique des chefs d'État qui ont vu grand pour nous, déjà de façon microscopique ici. Ici, nous pouvons travailler déjà au Bénin à produire davantage et à vendre, à exporter. Parce que si nous n'exportons pas et que nous ne faisons qu'importer, notre balance commerciale restera au stade initial. Donc, l'objectif est de produire. Il n'y a pas de miracle. Produire. Si on produit, on va gagner. Et si on produit, on pourra avoir des devises et pour aussi exister économiquement dans le Conseil des Nations. Alors, cette émission tire vers sa fin. Monsieur Madi Dizi, est-ce que vous avez un mot à placer en je voudrais juste compléter ce que M. Vegba a dit. Vous savez, c'est très important. Ces éléments, ces meilleurs classements d'un pays encouragent des investisseurs à venir s'installer dans le pays. Eux, ils n'écoutent pas forcément nos émissions. Ils regardent ces indicateurs-là qui sont publiés par les institutions internationales. Et vous savez, plus d'investissements améliorent l'offre de biens et de services dans un pays. Ça contribue aussi à faire baisser les prix parce qu'il y a plus de concurrence. Vous prenez le nombre de banques aujourd'hui. Il y en a plus qu'il y en a il y a 10 ans. Il y en avait il y a 10 ans. Et donc, ça améliore l'offre de services financiers. Vous comprenez ? De nouveaux restaurants apparaissent dans le pays, des hôtels, vous voyez, dans les télécommunications, dans l'agriculture. Donc, ceux qui ont envie de venir créer de la richesse dans notre pays se focalisent sur ces indicateurs-là. Donc, ça veut dire qu'à moyen terme, les effets de ces meilleures performances vont se ressentir à travers l'amélioration de l'offre de biens et services dans le pays. Mais d'abord, pour maintenir le cap, parce qu'on peut redescendre si on ne travaille pas. C'est là il faut travailler. Il faut que tout le monde se mette au travail, chercher à améliorer ce qui se fait tous les jours. Le producteur, l'artisan, le pêcheur, le commerçant, et l'industriel, vous comprenez, tout le monde dans le domaine de la communication. Vous produisez aussi de la richesse. Et donc tout cela, j'imagine par exemple dans votre secteur, si vous commencez à produire plus de films, et on importe moins des documentaires de l'étranger, ça fait des économies pour nous. Tout à fait. Vous voyez, donc ça améliore aussi la satisfaction des Béninois à regarder des choses plus près d'eux. Il y a la campagne du mois de consommation local. Il faut encourager pour qu'on essaie d'inverser un peu le poids de réimporter, par exemple, par rapport à la production nationale. C'est tout cela qui va. Les pouvoirs publics jouent leur rôle. Il faut que chaque composant de la société joue également son rôle. Les médias, c'est ce que vous faites déjà, pour qu'on comprenne que la croissance n'est pas décrétée par la Banque mondiale, c'est le travail de tous les acteurs dans un pays qui contribuent, qui ont envie d'améliorer de jour en jour leur méthode de travail, leur process pour améliorer leur productivité, leur rendement et puis les performances globales. Ce qui aura un impact aussi sur les revenus, puisque si l'État a fait des prélèvements fiscaux sur la production, il va améliorer l'offre de services publics, l'éducation, la santé, un peu de tout. Donc tout le monde, au finish, a intérêt à travailler pour améliorer les performances économiques, pour une amélioration des conditions de vie des populations. Oui, mais M. Madi Dizi, votre développement m'amène un peu à vous poser cette question-là. La Banque mondiale, dans son classement, tient compte d'un certain nombre de paramètres, tels que peut-être les facilités que les citoyens peuvent avoir pour créer leur entreprise, ainsi que le paiement des impôts et tout. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous ne sentez pas que le Béninois lambda ploie sous le poids des impôts? J'ai souvent dit que, vous savez, l'impôt est une charge déductible. C'est un faux prétexte. Nous sommes un pays, nous n'avons pas de ressources minières. Donc, l'État a besoin, pour le fonctionnement de l'État, il faut prélever les impôts. Et donc, quand vous voyez le poids
des prélèvements, parce que sur l'ensemble de la richesse créée, ça ne dépasse pas 10%. Donc ce n'est pas encore exagéré. Donc vous voyez, ce n'est pas encore exagéré. Donc néanmoins, pour le petit entrepreneur, le petit porteur de projet, il va ressentir ça lorsque, même sans avoir réalisé un chiffre d'affaires, il doit payer un impôt minimal. C'est ça là qui fait un peu mal. On va plaider pour que c'est au moment où vous commencez à faire du chiffre d'affaires que vous commencez à payer. Des impôts. Voilà. Donc, sur cet aspect-là, nous devons encourager des entreprises, des citoyens à créer des entreprises citoyennes. Donc, c'est du donnant-donnant. Donc, votre entreprise va opérer dans un environnement. Pour que cet environnement s'améliore, il faut qu'un État existe et fonctionne bien et améliore le cadre législatif et tout ça. C'est les fonctionnaires qui le font. Il faut qu'ils soient payés. Vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà. Nous sommes interdépendants. Voilà. L'État, c'est nous, c'est vous, c'est nous tous à la fois. Voilà. Alors, cher confrère Gédéon Wegba, votre réaction par rapport au fait que certains citoyens se plaignent du fait que les taux d'imposition les dérangent beaucoup, puisque la Banque mondiale table sur ces facteurs-là pour classer les pays. Je crois que je vous fais gagner du temps. Le professeur et l'économiste Wadik Dizi a assez expliqué la chose. Je pense que pour ce qui se fait au Bénin, c'est vrai, nous sommes un pays essentiellement à recettes fiscales, mais il faut aussi savoir ménager, comme il a dit, parce qu'on dit trop d'impôts tue l'impôt. Si les gens n'arrivent pas à payer les impôts et qu'on en crée tous les jours, ça ne donnera pas de résultat. Donc il a assez expliqué, je pense qu'on peut... Moi, ce que je vais dire pour conclure, nous sommes passés à un pays à revenu intermédiaire, c'est une bonne chose. J'ai eu la chance de visiter d'autres pays qui étaient déjà à ce stade. Je vais parler de la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Sénégal. J'ai visité tous ces trois pays et je vois que ces pays, quand même, du point de vue développement économique, du point de vue niveau des populations, on est encore un peu loin par rapport à ces pays. Donc il va falloir travailler à ce qu'on atteigne au moins, ne serait-ce que ces pays-là, parce que au moins c'est des références aujourd'hui en la matière. Donc aller peut-être à l'école, voir comment ils ont pu asseoir leur économie. Vous prenez le Maroc par exemple, franchement le Maroc c'est un pays vraiment, au vrai sens du terme, émergent, si on peut le dire, parce qu'ils ont tout. Ils ont le tramway, ils ont TGV, ils ont tout. Donc c'est des cas comme ça qu'il faut visiter pour voir quel a été leur secret, quelle a été leur expérience en la matière, comment ils ont pu implémenter la chose pour que aujourd'hui ils soient quand même à ce stade. Le Maroc aujourd'hui, même sans aide extérieure, peut survivre. Nous aussi, on peut travailler à aller à ce stade. Faire en sorte que, sans aide extérieure, qu'on survive, qu'on puisse être en mesure de nous autofinancer. Donc, moi, je pense que c'est l'ambition qu'il faut développer. Et le chef de l'État, je crois, est dans cette posture, est dans cette démarche, est dans cette dynamique. Tout à fait. On doit pouvoir l'accompagner. Et le drame chez nous, c'est quoi? On a tendance à faire la politique circonstancielle. C'est-à-dire qu'un gouvernant vient, il fait sa politique, l'autre vient, il vient faire sa politique. Donc, je ne sais pas si on fait les élections et qu'il continue, c'est bon. Mais s'il ne continue pas, celui qui va venir, il va encore implémenter une nouvelle politique, ça fait du désordre. Et ça fait que nous tâtonnons, nous balbutions depuis des années. L'objectif, c'est que l'ambition du chef de l'État soit perpétuée par d'autres, que ce soit lui ou par d'autres régimes après, qu'il soit perpétué pour qu'on aille plus de l'avant. Donc je pense que c'est ce qu'il a souhaité pour le Bénin, pour qu'un jour on puisse aussi être orgueilleux à dire je suis béninois, comme le disent les Ivoiriens, je suis ivoirien. Quand on dit je suis ivoirien, on sent une fierté. Voilà, c'est ce que je souhaite pour notre pays. Encore que... Oui. Le chef de l'État a utilisé un certain nombre de mots. La rigueur, la discipline. Les pays dont il parle, c'est des pays où il y a la discipline et la rigueur. Nous sommes l'un des rares pays où les entreprises publiques sont toujours défaillantes. Quand vous prenez Ethiopian Airlines, c'est une entreprise publique, l'une des meilleures compagnies africaines, non pas dire la meilleure. C'est public. Kenyan Airways, Royal Air Maroc. Et Ivoire, tout ça. Vous voyez? Donc, mais est-ce que vous avez vu dans nos pays des entreprises publiques qui donnent de l'exemple? Donc, la croissance et tout ça,
c'est le comportement de chaque agent économique. Donc, que le producteur n'attend pas que l'État lui paye, lui donne l'argent d'abord avant d'aller se faire former. Oh, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Vous voulez former quelqu'un pour qu'il améliore sa méthode de travail, il attend d'être payé d'abord, il attend per diem. Et ça, c'est un drame. Mais si vous améliorez votre production, c'est pour vous-même. C'est là où nous en sommes. Les services publics, l'électricité, l'eau. Regardez la qualité, même dans les grandes villes, on n'a pas l'eau à tout moment, en tout temps. Donc, la discipline et la rigueur. Les Chinois, tous ceux qui nous aident, les Allemands, vous les connaissez pour leur rigueur. Les Chinois, ils ont fait de lourds sacrifices pour en arriver là. La politique des enfants uniques et tout ça. Aujourd'hui, c'est eux qui nous aident. Les stades par-ci, par-là. Donc, si les autres nous aident, il faut que nous apprenions nous-mêmes à bosser pour aussi créer de la richesse pour aller aider les autres. Donc, c'est très important. Ok. Chers invités, merci pour avoir participé à cette émission magazine. Merci, M. Madidi Si. Merci, cher confrère Gédéon Vegba. Encore que nous ne partageons pas les mêmes visions quand vous avez dit tout à l'heure que si on change de régime, ça pourrait un peu... Moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Donc, cette émission tire vers sa fin. Avant de la refermer complètement... Il ne représente pas les 12 millions, les 11 millions et quelques de Béninois. Voilà. Ce n'est que son opinion. Voilà, ce n'est que son opinion. Donc, retenez tout simplement, chers téléspectateurs, que le classement du Bénin répond très bien à des critères bien définis par la Banque mondiale, et cette distinction semble avoir du mal à se concrétiser dans le panier de la ménagère. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ortb.bj. Merci de votre attention. À nous revoir pour d'autres émissions.